France Inter, franceinter.com. On l'a appelé le DC-3 fantôme, un DC-3, l'un de ces bons vieux Dakota qui a été si utile aux parachutages alliés pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a ensuite été la bête de somme du transport aérien sur de nombreux continents. Celui-là, immatriculé Fox Bravo Indiana Echo Echo, a disparu quelque part au nord de l'Afrique en 1978. Et l'on ne sait toujours pas ce que sont devenus ces deux pilotes et son passager, tous trois partis de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac un jour de la fin du mois de juillet. Trois hommes qui partaient accomplir une étrange mission dont ils ne sont donc jamais revenus. J'ai demandé à M. X d'essayer d'éclaircir ce mystère, surtout depuis qu'il m'a appris la semaine passée que le non moins curieux Edwin Wilson était vraisemblablement mêlé à cette affaire. Je résume. Wilson, ancien agent de la CIA, est devenu dans les années 70 un marchand d'armes qui a longtemps fricoté avec le colonel Kadhafi, à qui il a fourni des tonnes d'explosifs, de détonateurs et d'autres joujoux du même ordre. Mais il est allé encore plus loin, puisque toujours à la demande du dictateur libyen, il s'est mué en sergent recruteur en envoyant à Tripoli nombre d'anciens bérets verts, c'est-à-dire des mercenaires. Wilson, en agissant ainsi, travaillait-il encore pour son ancien employeur, la CIA, qui à l'évidence n'ignorait rien de ses activités, malgré de nombreuses mises en garde. Quoi qu'il en soit, Wilson a fini par devoir rendre des comptes à la justice de son pays et il a été lourdement condamné. Mais le doute demeure, car Wilson, qui a bénéficié d'une libération conditionnelle, continue à clamer son innocence. En tout cas, il semble bien qu'il ait été à l'origine de la mission confiée aux trois occupants du DC-3 fantôme. La suite dans un instant avec M. X. Il faut le dire tout de suite, cette affaire est extrêmement confuse et les bruits les plus divers ont couru à propos du destin des trois passagers du DC-3. Et malheureusement, la seule certitude qui demeure, c'est celle de leur disparition. Autre point qui semble établi, cette dramatique affaire est en relation directe avec les menées du colonel Kadhafi au Tchad. Oui, Kadhafi qui voulait annexer une partie du nord de cette ancienne colonie française. Et qui a même envisagé d'unir son pays au Tchad. Mais chez lui, vous le savez, c'était une sorte de manie. Il a proposé le mariage à tous ses voisins. En vain. Oui. Alors bien sûr, je vais devoir revenir sur cette question. Mais auparavant, il me faut vous parler de ces trois disparus. Alors, qui étaient-ils ? Disons, sans que cela soit péjoratif, que c'étaient des baroudeurs. Des types qui n'avaient pas froid aux yeux. Celui qui semble avoir eu la plus forte personnalité s'appelle Roland Roukoul. Cet excellent pilote, qui a même été instructeur dans l'armée de l'air, est né en Algérie. Pied noir donc. Oui, très attaché à son pays. Vers la fin de la guerre, l'un de ses frères est tué par le FLN. Fou de douleur, Roukoul décide de le venger. Il emprunte un avion de l'aéroclub d'Oranie, dont il est le chef pilote, et tout seul va bombarder un village marocain censé être un nid de Félaga. Ça lui vaut de sérieux ennuis avec la justice militaire et il sera même condamné par contumace à 20 ans de réclusion. Par contumace, il a donc fui. Eh oui, il savait très bien ce qui l'attendait et il passe donc dans la clandestinité. Il rejoint l'OAS ? Tout ça, je ne sais pas précisément. En tout cas, on le retrouve bientôt en Espagne où il rejoint d'autres membres de l'organisation terroriste qui y ont élu refuge. Puis, il passe en Amérique du Sud. En 1968, ce soldat perdu est amnistié et revient donc en France. Suivent quelques années où cet homme d'action choisit le mercenariat. C'est aussi le cas là, de pas mal d'autres militaires qui ont rompu avec l'armée à la suite de l'affaire algérienne. Hein. Et certains d'entre eux se retrouveront, par exemple, aux côtés d'un Bob Denard. D'ailleurs, Roukoul a sans doute rencontré ce dernier puisqu'il s'engage au Biafra. En tant que pilote ? Bien entendu. Et il fait partie de ces casse-cous qui ravitaillent en armes et en médicaments les rebelles biafrais. Des missions qui sont quand même supervisés par les services secrets français. Hein. Vous avez raison de le souligner. Ensuite, Roukoul devient pilote du dictateur nicaraguayen Somoza.
Puis il revient en Afrique où il se met au service du Gabonais Omar Bongo. Ouais, quel pédigré. Il a encore le pays fourmille d'agents français. Hein. En tout cas, on ne travaille pas pour Bongo sans avoir l'aval du SDEC et du fameux clan des Gabonais. Enfin, vous connaissez tout cela. Ouais. Quoi qu'il en soit. Après ces années de mercenaire, Roukoul semble décidé à faire une fin. Revenu en France, il est engagé par une compagnie d'aviation locale, Air Rouergue, ce qui ne l'aurait pas empêché de remplir de temps en temps des missions beaucoup plus lointaines. Enfin, ça, je n'en sais pas plus. D'accord. Et le deuxième homme, alors? Philippe Toutu est pilote, lui aussi, dans la même compagnie établie à Rodez. Mais il n'a pas le même profil. Et d'abord parce qu'il est plus jeune. Il n'a donc pas vécu les mêmes aventures. Hein. Mais lorsque Roukoul lui proposera de l'accompagner, il n'hésitera pas. Ah oui. Et le troisième, alors? Celui-là ressemble plus à Roukoul. Certes, il n'est pas pilote, mais il a lui aussi fréquenté les mêmes milieux. Para, en Indochine, puis en Algérie, Michel Winter a été de l'aventure de l'OAS avant d'opérer au Biafra. En tant que mercenaire, lui aussi. Et c'est là qu'il a rencontré l'ancien pilote-instructeur. En outre, les deux hommes ont navigué dans les mêmes eaux, service secret, extrême droite. Winter est en particulier l'ami de l'une des figures de cette dernière tendance, Pierre Sidos, le fondateur d'Occident. Ah oui, pas n'importe qui celui-là. Et ce Winter, là, quelle activité exerce-t-il? Depuis qu'il a quitté l'Afrique, Winter se serait lancé dans les affaires, le marketing pour être très précis. Il n'a plus de contact avec les services? Ça me paraît plutôt douteux. Oui, c'est toujours dire. Quand on y entre, on n'en sort plus. Effectivement, c'est toujours ce que je vous ai dit. Alors venons-en à la genèse de cette malheureuse aventure. Autant qu'il a été possible de la reconstituer. À la fin du premier semestre de l'année 1978, Winter est contacté par un marchand d'armes établi en Belgique. Ce dernier lui présente un citoyen états-unien qui serait ni plus ni moins que le chef des services spéciaux de Kadhafi. Un Américain à la tête du renseignement libyen, c'est quand même un peu bizarre. Hein. Et Winter ne doit pas être dupe, mais l'homme est manifestement très introduit à Tripoli. Et bien sûr, vous avez deviné de qui il s'agissait. Oui, c'est le personnage dont on a récemment parlé, là. Edwin Wilson. Lui-même, oui. Et s'il est évident qu'il n'est pas le chef des services spéciaux libyens, il est vrai qu'il joue un rôle de plus en plus important en Libye, où Kadhafi lui accorde sa confiance. Il se repose sur lui, même pour la fourniture d'un certain nombre de matériel soumis à embargo par les puissances occidentales. C'est exact. Et Kadhafi m'a même lui confié le soin de recruter sa légion islamique. Ouais, ça, c'est encore un fantasme de Même Kadhafi, si, hein. effectivement, un certain nombre de bérets verts seront engagés. En tout cas, au cours de son entretien avec Wilson, Winter ne peut pas mettre en doute la connivence qui existe entre l'Américain et le bouillant colonel. D'accord, mais de quoi s'agit-il, là? Écoutez, j'étais pas sous la table. Mais dans ce genre de prise de contact, on se garde bien de tout dire. Ainsi, à mon avis, Wilson a dû rester assez vague. Mais il a quand même évoqué une mission au Tchad. Au Tchad. Donc Kadhafi occupe déjà une partie du nord. Hein. Oui, la bande d'Aouzou. Ouais. Et où il soutient les rebelles du Timesti qui veulent renverser le pouvoir sudiste en place à Djamena. C'est ça. Alors moi, ce qui m'étonne, c'est que Wilson s'adresse à un baroudeur classé à l'extrême droite qui ne doit donc pas porter dans son cœur le colonel Kadhafi allié de l'URSS. Vous avez raison. Mais dans ce domaine, on trouve les spécialistes là où ils sont, sans trop faire le difficile. Et puis Wilson compte appâter son interlocuteur avec une jolie somme d'argent. Il y aurait eu en jeu 300 000 $. En 1978, ça faisait beaucoup. Ouais. Et ça a fait réfléchir Winter, malgré son peu de sympathie pour Kadhafi. C'est ce que je pense. Et Roukoul réagira aussi de la même façon? C'est probable. Roukoul qui annonce d'ailleurs à ses proches que ce sera son dernier coup. Ensuite, grâce à ce pécule qui va lui tomber du ciel, il s'assagira et se consacrera seulement à son travail et à l'aéroclub de Rodez. En outre, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer chez ces hommes, mais surtout chez Roukoul, un vrai fou d'aviation, la soif d'aventure. Au-delà de l'intérêt financier. C'est ce que je crois. Alors la suite. Winter entraîne donc son ami Roukoul dans cette affaire. Et comme il faut un copilote, on recrute Toutu qui travaille à Air Rouergue. Et l'avion? C'est Winter, sur les conseils de Roukoul, qui s'en occupe. Il mandate un certain Tessèdre, un type qui achète et vend des appareils d'occasion. Et celui-ci achète à une autre compagnie régionale, Air Service Nice, un DC-3, qui n'est plus de la première jeunesse, mais peut encore voler. Puis Winter rachète l'avion. Oui, il n'aurait pas été plus simple que ce dernier procède lui-même à cet achat? Certes, mais à l'évidence, Winter veut brouiller les pistes. Et d'ailleurs, lorsqu'il achète l'avion, il donne un faux nom.
Oui, et puis alors la transaction doit se faire en liquide, C'est j'imagine. certain. Et après avoir fait réviser le DC-3, nos 3 compères sont prêts pour le grand départ. Il dépose un plan de vol? Pour la Sicile, oui. Et ensuite, d'après ce qu'ils confient à tous ceux qui leur posent des questions, ils se dirigeront vers la Thaïlande, où ils seront chargés de ravitailler des exploitants forestiers. Ouais, une fausse piste. Naturellement. Car après la Sicile, le DC-3 va piquer vers les côtes africaines. Auparavant, je dois vous dire que cette affaire semble entachée de malheur. Tessèdre, par exemple. Quoi, celui qui a négocié, le négociant en avion, là. Oui, eh bien, il se crachera 1 mois après le départ du trio. Et on se posera bien des questions à propos de cet accident. Avant d'entendre M. X raconter la suite de ce mystérieux voyage, retour sur les conditions d'achat du DC-3. Voici ce que je lis sous la signature d'Alex Panzani dans le quotidien La Marseillaise. L'acheteur est Michel Winter, 48 ans, alias Michel Bonouvrier. C'est en effet sous cette identité que M. Winter va négocier l'achat de l'avion par l'intermédiaire d'un autre personnage des plus curieux, M. Pierre Tessèdre, 36 ans, pilote également installé à Rodez et qui se complaît à jouer les courtiers. Le 20 juillet, M. Tessèdre achète cash pour 470 000 francs le DC-3 qui appartient à un PDG niçois. Il le revend aussitôt pour la somme de 500 000 francs au mystérieux M. Bonouvrier. Tout se fait sous ce faux nom, dans les conditions d'irrégularité les plus totales, mais cela ne paraît pas être un obstacle. D'autant plus, et ce sera une constante dans cette affaire, que la Direction générale de l'aviation civile, d'ordinaire si pointilleuse, est totalement absente de toutes ces transactions qu'elle se doit de connaître. Le journaliste laisse donc entendre que les autorités auraient pu sciemment fermer les yeux. On comprendra plus tard pourquoi. Le DC-3, qui a décollé de Toulouse-Blagnac, fait donc escale à Catane, en Sicile. Ouais, une escale technique. L'autonomie de vol de l'appareil n'est en effet que de 2000 km. Il faut donc refaire le plein. Et là, les employés de l'aérodrome s'interrogent sur la présence à bord d'une dizaine de fûts de 200 litres. Ils auraient été placés dans la carlingue pour être remplis de carburant et donc accroître l'autonomie du DC-3 grâce à un système de pompe. Ah oui, c'est dangereux ça. Et selon certaines versions, les autorités de l'aéroport auraient refusé d'approvisionner ces fûts pour justement des raisons de sécurité. Mais pour d'autres, ces fûts auraient contenu autre chose. Des armes peut-être. En tout cas, le DC-3 décolle. Et pour les témoins qui assistent à son départ, il ne vire pas vers l'Est, c'est-à-dire vers l'Asie, mais prend la direction de l'Afrique. Ouais, la côte libyenne, Oui, juste en face. ce qui met à mal la version d'une mission en Thaïlande. Et ensuite, C'est le silence. L'appareil ne se signale à aucune tour de contrôle, ce qui a d'ailleurs permis un temps de penser que le DC-3 s'était peut-être craché en mer. Cependant, de rares témoins permettront d'échafauder une ou plusieurs autres versions. Mais toutes concordent au moins sur un point: les 3 hommes allaient remplir une mission en Libye. Ou au service de la Libye. Ah oui, mais laquelle alors? Un peu de patience. Et pour bien comprendre, il est nécessaire de faire un point sur la situation dans la région et plus particulièrement sur l'imbroglio franco-tchado-libyen. Il faut d'abord savoir que dans les années 70, donc après l'arrivée au pouvoir de Kadhafi, Paris a très largement contribué à armer ce dernier, en lui vendant bon nombre de mirages. Mais pas seulement des avions. Toutefois, progressivement, nos relations vont se tendre avec la Libye. À cause du Tchad. Oui. Après avoir échoué à unir son pays à l'Égypte puis à la Tunisie, Kadhafi regarde vers le Grand Sud. C'est-à-dire vers le Soudan et le Tchad. C'est ça. Bon, oublions le Soudan et intéressons-nous au Tchad. Les 2 pays ont un litige frontalier qui existe depuis plusieurs dizaines d'années. En fait, pour être plus précis, depuis que Laval et Mussolini se sont accordés pour se partager ces immenses territoires quasi désertiques. Et le différent, là, c'est la fameuse bande d'Aouzou. Oui, une bande de terre qui sépare les 2 pays et qui a été attribuée, au terme de ce partage, au Tchad, alors colonie française. Dès 1973, Kadhafi ne fait pas mystère de ses visées expansionnistes. Oui, ça ne plaît pas à Paris. Pas forcément. Le Tchad, bien qu'indépendant, fait encore partie du précaré français. Nous y entretenons d'ailleurs une importante garnison. Mais il n'y a pas que le Tchad. Kadhafi entretient l'agitation dans un certain nombre de pays africains francophones. Des pays de la France-Afrique. Par conséquent, le Libyen, avec lequel nous entretenions d'excellents rapports lorsqu'il achetait nos armes,
commence à nous agacer sérieusement. Nous, vous voulez dire le gouvernement français. Bien entendu, et bientôt, il va falloir prendre des mesures expéditives pour calmer le bouillant Kadhafi. Pour le liquider, vous voulez dire. Ah, pourquoi pas? Alors, ces tentatives pour se débarrasser de Kadhafi, là. Bon, je vais aller vite, car il semble que nous en avons parlé il y a très longtemps. C'est le SDEC, l'ancêtre de nos services de renseignement actuels, qui est mis à la tâche. Sur ordre du gouvernement. Hein, C'est l'Élysée qui dirige la manœuvre avec le chef du SDEC, le célèbre Alexandre de Maranche. Et nos services vont agir seuls. Pourquoi de qui aurait-il pu attendre une coopération? De leurs homologues américains, par exemple. Parce que l'action souterraine de Kadhafi et le soutien qu'il accorde aux organisations terroristes les concernent eux aussi au premier chef. Ouais, mais non, les États-Unis ne veulent pas se mouiller. Alors qu'ils le feront plus tard. Vous avez raison, c'est assez paradoxal. Mais il ne faut pas oublier qu'au milieu des années 70, la CIA traverse alors une des plus graves crises de son histoire. Alors il ne nous faudra compter que sur quelques collaborations régionales. Celles des services égyptiens, par exemple, qui en ont plus qu'assez de leurs encombrants voisins. D'accord, mais rappelez-moi, là, qu'est-ce qui est prévu? On tente d'abord d'inciter un compagnon de Kadhafi à faire un putsch. Mais ça échoue, lamentablement. Puis on encourage les opposants libyens exilés. On leur donne même un petit coup de main pour effectuer des opérations de commando à l'intérieur même du territoire libyen. Mais là, non plus, ce n'est pas très probant. Oui, parce que les services de sécurité libyens sont efficaces. Il me semble, oui. Alors le SDEC passe à la vitesse supérieure. Parce que Kadhafi en prend de plus en plus à son aise. Il suscitera même un peu plus tard une insurrection en Tunisie. Une opération qui sera jugulée par l'intervention directe du service action du SDEC. Il y aura des dizaines de morts. Enfin, restons au Tchad. Du point de vue français, le colonel libyen a passé la mesure, car il soutient maintenant militairement et de façon très active les rebelles du Tibesti. Au nord du pays, donc. Et donc près de la bande d'Aouzou, oui. C'est pour toutes ces raisons que l'Élysée décide d'accélérer. Et ça se fait en plusieurs étapes. La désinformation, d'abord. On fait courir le bruit que Kadhafi a été victime d'un attentat et qu'il a été blessé. Vrai? Faux. Et pourquoi? L'objectif poursuivi alors? Faire savoir à tous les opposants libyens que le colonel n'est pas intouchable. Ensuite, on mettra au point une opération beaucoup plus audacieuse, la liquidation physique de Kadhafi. Mais c'est une autre histoire, ça. Et en 1978, alors que notre DC-3 fantôme vole vers la Libye, on n'en est pas encore là. Alors maintenant, voyons ce qui se passe au Tchad. Car inutile de vous faire languir plus longtemps, la mission de nos 3 hommes a un lien direct avec notre ancienne colonie, à laquelle s'intéresse beaucoup Kadhafi. Et dont il convoite une partie du territoire. Hein. L'ancien chef d'État, Tombalbaye, a été débarqué et tué 3 ans plus tôt. Il a été remplacé par un général, lui aussi sudiste, Maloum. Avec l'appui de la France, hein? C'est certain. Ouais. Les services de sécurité du Tchad sont alors aux mains d'agents français. Ce qui suit est assez complexe. Mais vous me direz, rien n'est simple au Tchad. D'abord, les rebelles du Nord se déchirent. En gros, il existe 2 factions. L'une est dirigée par Hissène Habré. Ouais, ça, c'est le ravisseur de Françoise Claustre. Hein. Oui, cet ancien sous-préfet, formé par la France, aspire à exercer des fonctions ministérielles. Et il va bientôt prendre secrètement contact avec le président tchadien. Ouais, Maloum, là. Et la deuxième faction, alors? Eh bien, elle est dirigée par un autre seigneur de la guerre, un homme qui jouit d'un grand prestige parmi les populations du Nord. Koukouni Wedei. Lui s'appuie sur la Libye. Et c'est aussi lui, si je me souviens bien, qui a libéré les époux Claustre. Hein. En effet, le clivage entre ces 2 chefs de guerre porte donc sur l'attitude à adopter vis-à-vis de la Libye. Habré est contre et Wedei est pour. Ça changera. En attendant, c'est Wedei qui accumule les succès militaires et s'empare de plusieurs villes. Avec l'aide de Kadhafi. Certainement. Hein. Et c'est pourquoi le colonel libyen a demandé à Wilson de recruter d'anciens bérets verts américains pour entraîner des troupes destinées à combattre au Tchad. Quoi qu'il en soit, au printemps 1978, les progrès des troupes de Wedei, aidés ou pas par la Libye, sont suffisamment importants pour provoquer la panique à N'Djamena. La capitale semble d'ailleurs à portée de main du rebelle. Et le général Maloum fait appel à la France. Ouais, qui envoie des troupes. Des paras, oui, qui viennent renforcer le contingent déjà présent au Tchad. La France envoie aussi quelques avions Jaguar. Et cela suffit à repousser les forces de Wedei? Oui, Maloum est sauvé, au moins provisoirement. Et le président Giscard d'Estaing estime avoir aussi rassuré les autres protégés de la France en Afrique. Ouais, si vous êtes menacé, on viendra aussitôt à votre secours. Exactement. Alors je continue. Quelques semaines plus tard, coup de théâtre, l'ancien rebelle Hissène Habré
devient le premier ministre du général Maloum. Ah, ça y est, il a enfin réussi. Hein. Et il pactise avec le pouvoir contre son allié d'hier, Koukouni Wadai. Pardonnez-moi, mais est-ce qu'il faut aussi voir dans cette manœuvre un peu curieuse la main des services français? C'est probable. Abré avait des partisans chez nous, même si certains militaires ne lui avaient pas pardonné l'assassinat du commandant Galopin. Oui, ça, Galopin, c'était cet émissaire français venu négocier la libération des clauses et qui a été assassiné par les gens de Dissanamré. Oui, à mon avis, ce ressentiment ou ce désir de vengeance est peut-être l'une des clés de cette affaire du DC3 disparu. Nous, sur France Inter. Un mot sur Hissène Habré qui va occuper une place centrale dans cette histoire. Voici les éléments de biographie que j'ai trouvés dans l'ouvrage Les Mondes rebelles. Né en 1942 à Faya-Largeau, il est d'ethnie Daza. Après ses études, il entre dans l'administration tchadienne et devient en 1963 préfet de Moussoro, puis occupe un poste administratif au ministère des Affaires étrangères. Bien que nordiste, il est envoyé en France se perfectionner et suit les cours de l'Institut des hautes études de l'outre-mer. Rentré au Tchad en 1969, il prend le maquis en 1971 et rencontre Goukouni Wadai. Et plus loin, les auteurs parlent des rapports entre les deux chefs rebelles. Les relations conflictuelles entre les deux hommes vont devenir l'un des fondements de l'évolution du Tchad tout au long des années 70 et 80. L'antagonisme qui les oppose est tout à la fois de nature sociale, entre le fils d'un aristocrate et le fils d'un berger, ethnique, les Tédas sont historiquement liés à la Libye tandis que les Daza sont plus tournés vers l'espace tchadien, et politique. Habré professe un nationalisme ombrageux, alors que Wadai n'a pas hésité à diverses reprises à solliciter l'aide libyenne. À cela s'ajoute le comportement hautain d'Habré à l'encontre de Goukouni, qui en sera toujours meurtri. Tout au long de ses combats contre Goukouni Wadai, la Libye et ses alliés, Hissène Habré a toujours fait preuve d'un grand courage physique et d'une grande intelligence politique et tactique, lui conférant incontestablement la stature d'un homme d'État. Un homme d'État, certes, mais qui, lorsqu'il sera à la tête de son pays, fera preuve d'une rare cruauté et assassinera des dizaines de milliers de ses compatriotes, ce dont il devra peut-être rendre compte un jour, si ses protecteurs sénégalais acceptent de le livrer enfin à la justice internationale. Wadai et son allié libyen se sentent donc trahis par Habré, qui pactise maintenant avec le général Maloum. Maloum, protégé par le contingent français qui a été envoyé au Tchad. Alors, si vous le permettez, après cette parenthèse sur les affaires tchadiennes et la Libye, je reprends mon récit. Après son escale sicilienne, le DC-3 a presque certainement atterri sur une base libyenne. Et à mon avis, c'est là que Rocoul et ses deux compagnons ont eu précisément connaissance de la mission qu'on voulait leur confier. Que les Libyens voulaient leur confier. Les Libyens, certes, mais on peut aussi imaginer que derrière les Libyens se dissimulaient d'autres commanditaires dont les intérêts pouvaient ponctuellement coïncider avec ceux de Kadhafi. Mais c'est-à-dire... Encore un peu de patience. En tout cas, à partir de là, il me faut bien reconnaître que j'en suis réduit à échafauder des hypothèses à partir des rares témoignages qui ont été recueillis à l'époque par vos confrères journalistes. Et ici, je voudrais saluer l'opiniâtreté de l'une de vos consoeurs de la Dépêche du Midi, Sabine Berned, qui a tenté sans relâche de percer le mystère du DC-3 et qui, si j'ose dire, n'a toujours pas lâché le morceau. Elle espère encore découvrir la vérité 30 ans après ? Elle fait tout ce qu'elle peut, oui. Alors, cette mission-là, la seule chose qui soit à peu près certaine, c'est qu'elle doit conduire l'équipage du DC-3 au Tchad. Ça me semblait acquis, mais pour y faire quoi ? Première version, il se serait agi d'un raid sur N'Djamena. Le DC-3 se serait d'abord posé quelque part dans le Tibesti. Là, un commando serait monté à bord et l'avion serait aussitôt reparti en direction de la capitale tchadienne. Ce commando, il aurait pu être constitué par ces mercenaires, là, ces anciens bérets verts recrutés par Wilson ? Je ne pense pas. Ce sont plus vraisemblablement des hommes de Koukouni Wadai qui formaient cette petite troupe. Combien d'hommes ? Étant donné la configuration de l'appareil et la présence de ces fûts de kérosène indispensables pour permettre le vol de retour, il ne devait pas être plus de 30. Mais là, encore une fois, on se trouve devant plusieurs hypothèses.
Celle qui a été le plus souvent avancée est la suivante. Le DC-3 aurait dû se poser en pleine nuit sur l'aérodrome de N'Djamena. Et au cours d'une opération éclair, le commando aurait détruit les Jaguars français qui étaient stationnés sur le tarmac. Puis très rapidement, les types seraient remontés à bord et le DC-3 aurait repris son vol vers le nord. C'était si important de détruire ces avions? Pour Kadhafi et Wedai, incontestablement, parce que c'est grâce à leur bombardement que l'offensive des troupes de Wedai avait été stoppée quelque temps plus tôt. D'accord, mais moi j'imagine mal que nos 3 Français aient pu être associés à une action de ce genre. C'est-à-dire à une action dirigée contre la France et son armée? Oui, c'est bien ce que je voulais dire. Et moi aussi j'ai envisagé cette contradiction. Roukoul et Winter avaient beau être d'anciens soldats perdus, ils étaient certainement patriotes. En outre, depuis la fin de la guerre d'Algérie, beaucoup d'eau avait coulé sous les ponts. Et nos 2 ex-rebelles avaient même certainement collaboré avec le SDEC. Oui, au Biafra. En particulier. Ouais. Alors, tous ceux qui se sont intéressés à cette affaire ont imaginé une deuxième hypothèse. Il n'aurait pas été question de détruire ces Jaguars, mais de rendre momentanément hors d'usage l'aérodrome de N'Djamena. Par exemple, en y posant des mines, ou mieux en le bombardant, ou encore en détruisant un certain nombre d'installations et les dépôts de carburant. Et cette fois, malgré leur patriotisme, Roukoul et ses 2 compagnons auraient pu accepter cette mission qui ne portait pas directement atteinte aux intérêts français. Mais nuisait quand même gravement à l'action de l'armée dans le secteur, puisque les Jaguars ne pouvaient plus décoller pendant un certain temps. Je sais. Et je ne me suis moi-même pas très convaincu. Mais c'est pourquoi, et je ne suis pas le seul, j'ai pensé à une 3e hypothèse. Je vous écoute alors. L'épine dans les pieds de Kadhafi et de Wedai s'appelait Hissène Habré. Oui, Habré, qui après avoir abandonné son ancien compagnon de combat, se trouvait à N'Djamena, où il venait provisoirement de faire ami-ami avec le président Malloum. Aussi n'est-il pas absurde d'imaginer que l'objectif du commando était Hissène Habré. Habré qui aurait été, quoi, tué? Ou enlevé. Et il est très probable que le commando disposait de complices sur place. Des hommes qui auraient, par exemple, plongé l'aérodrome de N'Djamena dans le noir et mis des véhicules à la disposition des hommes du commando, dès leur débarquement sur la piste. Mais sur quoi alors, pouvez-vous vous fonder pour accréditer cette hypothèse? Sur l'esprit de vengeance qui animait pas mal d'agents du SDEC. Ouais, à cause toujours de l'assassinat du commandant Galopin. Galopin qui était l'un des leurs, il ne faut pas l'oublier, et qui comptait encore beaucoup de proches dans les services de sécurité tchadiens. Et si en même temps ça coïncidait avec les intérêts de Kadhafi, tant pis, ou plutôt tant mieux. Mais y a-t-il eu, à votre connaissance, un commencement d'exécution de ce plan? Je le crois. Le DC-3, emportant le commando, a décollé d'une base située au Tibesti. Mais en arrivant à proximité de N'Djamena, il aurait été pris dans une violente tempête et Roukoul aurait alors décidé de faire demi-tour. D'autant que ses passagers, très sérieusement malmenés par les perturbations aériennes, auraient été de toute façon incapables d'assurer leur mission au sol. Ah ouais. Retour au point de départ, donc. Et là, mystère. Est-ce que Roukoul et ses amis, se rendant compte de l'extrême témérité de l'entreprise, ont refusé de voler à nouveau vers N'Djamena? C'est possible. Quoi qu'il en soit, ils étaient devenus malgré eux des témoins gênants. Aux yeux des Libyens. Oui. Alors que sont-ils devenus? Une semaine après leur opération ratée, Koukouni Wedai les a vus, eux et leur DC-3 à Zouar, une base rebelle du Tibesti, et un autre responsable du Frolinat. Ça, l'organisation rebelle de Wedai. Oui, oui. Donc cet homme, un certain Bichara, a affirmé que les 3 Français étaient prisonniers en juin 1979 dans un camp libyen. Et ensuite, plus rien. Malgré les démarches des familles, tant auprès des autorités libyennes que françaises. Et encore récemment, à l'occasion de l'affaire des infirmières bulgares, Paris a interrogé Tripoli. La réponse a été laconique. Il n'existe pas de prisonniers français en Libye. C'est pourquoi, malheureusement, les proches de ces 3 hommes ne se font plus guère d'illusions. Et peut-on penser que les services secrets, nos services secrets, en savent un peu plus? On peut le croire si, comme je l'imagine, des agents français ont été mêlés à cette affaire. Mais 30 ans après, n'est-ce pas? Quant au DC-3, il a ensuite été repéré à plusieurs reprises et il aurait finalement été abattu sur le territoire tchadien. Mais l'équipage aurait été alors américain. Enfin, et vous me pardonnerez ma manie de voir un peu partout des coïncidences, j'ai été frappé de constater que la mort de René Journiac,
le Foccart de Giscard d'Estaing, comme on l'a appelé, est intervenu seulement 6 mois après l'arrivée du DC-3 Fantôme en Libye. Journiac, qui a péri dans un mystérieux accident d'avion quelque part au Cameroun, alors que l'appareil était parti de N'Djamena. D'accord, mais quel rapport? Journiac détenait sûrement des informations très précieuses sur la mésaventure de Roukoul et de ses 2 amis. En tant que monsieur Afrique du président français, il était aussi forcément dans la ligne de mire de Kadhafi, qui ne devait pas ignorer que Giscard d'Estaing avait résolu de se débarrasser de lui par tous les moyens. Alors quoi? Ce serait un assassinat, un attentat? Pourquoi pas? En tout cas, à ma connaissance, personne n'a pu expliquer pourquoi le jet dans lequel avait pris place René Journiac s'est écrasé. La semaine passée, je vous ai parlé d'un livre édité par Jeune Afrique, Kadhafi et les marchands de mort. Son principal auteur, l'Américain Joseph Goulden, s'y intéresse principalement à Edwin Wilson. Il confirme que c'est bien ce citoyen états-unien qui aurait engagé Roukoul et ses 2 compagnons. Et il donne des détails sur la mission qui leur avait été assignée et dont, selon cet auteur, voici le plan. Un avion cargo DC-3 ou DC-4 se présentera la nuit au-dessus de l'aéroport de N'Djamena et prétextera des problèmes mécaniques pour demander un atterrissage d'urgence. L'événement n'a rien d'exceptionnel ou de suspect dans des cieux qui grouillent de vieilles ruines volantes pilotées par des épaves humaines. Après l'atterrissage, une fois arrivé en bout de piste, l'avion fera demi-tour comme s'il se dirigeait vers le hangar de réparation. Puis, en pleine obscurité, 40 commandos débarqueront. La moitié d'entre eux se dirigeront vers les Jaguars sur lesquels ils fixeront des charges à retardement explosives. L'autre moitié se déploiera face au baraquement des soldats français et ouvrira un feu puissant avec des mitrailleuses, des lance-grenades et des fusils automatiques, tuant un maximum de légionnaires pour les empêcher de défendre les Jaguars. Pendant ce temps, l'avion fera un second demi-tour et une fois arrivé à la hauteur du commando, ceux-ci grimperont en vitesse dans l'appareil par de petites échelles tandis que les Jaguars exploseront. Le raid, fatal pour le prestige de la France, ne devra durer que de 3 à 5 minutes. Mais, vous l'avez compris, M. X ne croit guère à cette version. A signaler aussi la sortie récente d'un livre où il est beaucoup question d'Afrique, une biographie sans concession de Valéry Giscard d'Estaing par Jean-Pierre Corselette et Frédéric Abadie, publiée par Nouveau Monde. Le continent noir a en effet beaucoup intéressé l'ancien président de la République et a aussi directement provoqué sa défaite électorale en 1981. À samedi prochain, Rebecca de Nantes, M. Djoub ont participé à la réalisation de ce programme.